Je suis sur le site officiel de Remix et je vais aller sur la documentation pour voir comment instancier un nouveau projet. Dessus, nous avons une commande qui va nous permettre de créer un nouveau template et je vais la copier. Je lance la commande et j'appuie sur Entrée. On va donc nommer le projet Demo Remix et on veut juste la configuration basique. On va choisir le serveur de Remix et on va choisir d'installer TypeScript. Et maintenant, on installe le projet. Le projet est installé, je fais un CD de Remix et j'ouvre mon éditeur de code. J'ai donc une architecture assez particulière avec Remix et je possède plusieurs dossiers. Nous avons donc les node modules qui sont les paquets et les librairies JavaScript qui ont été installés. Nous avons un fichier de configuration qui n'est pas très important pour le moment, une configuration TypeScript et le dossier app. Le dossier app est très important car il contient nos composants React. Il comporte donc un fichier qui s'appelle root et ce fichier va tout simplement permettre d'afficher le code HTML. C'est le parent de notre application, c'est dans ce fichier qu'on va charger tous les scripts CSS à ce niveau-là. J'ai également le fichier entry.server qui va nous permettre d'effectuer du streaming avec React 18. Je ne vais pas parler du streaming dans cette vidéo, mais ça permet d'optimiser le chargement des composants. Nous avons aussi un fichier client qui va monter notre code sur le document. Et enfin, nous avons le dossier route qui va contenir toutes les routes de notre application. Alors, une route, c'est tout simplement l'adresse URL de notre site. Là, je vais effacer tout ce qu'il y a dedans et je vais lancer le projet avec un npm run dev. Il va s'ouvrir sur le port 3000 que je vais ouvrir à côté. J'ai mon application, je vais rajouter un Hello World et le serveur fonctionne bien. Ce que j'adore avec Remix, c'est qu'il nous permet de développer très rapidement et il va simplifier le code et la logique de React. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Je vais donc créer notre première route. Je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler users.tsx. Et ce fichier va créer une nouvelle route sur l'URL qui va s'appeler /users. Donc je vais créer un composant que je vais appeler userPage qui va renvoyer pour le moment une liste avec mon nom. Je l'exporte par défaut, sinon Remix ne va pas détecter le changement et je vais aller sur l'URL sur ma page /users. Et je vois ma liste avec mon prénom. Pour le moment, il n'y a rien de différent avec Next.js. Pour le moment, on fait du React basique. Maintenant, en React, ce qu'on veut quand on développe des applications sur mesure, c'est obtenir de la data et charger de la data depuis une API. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau de users et simuler que ça vient d'une API. Donc, mes users, ils auront une ID, un nom et une adresse email. Je vais en créer un deuxième que je vais appeler Virgilius avec l'ID numéro 2 et virgilius@algomax.fr. À ce moment-là, je vais rajouter cette variable dans mon composant et je vais la typer. J'ai donc une ID de type number, vu que c'est un int, un nom de type string et un email de type string. À ce moment-là, je déclare que c'est donc un tableau de ce type-là. Je remplace tous mes points-virgules par des virgules, vu que c'est un objet, et je vais boucler sur cette liste. Donc pour chacun de mes utilisateurs, je veux afficher son nom. Je vais rajouter la clé pour l'ID, et à ce moment-là, on peut voir que ma vue s'est rechargée, et j'ai mes deux utilisateurs. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. J'ai envie d'obtenir ces données depuis mon serveur. Et c'est là que Remix excelle. C'est-à-dire que Remix, il va nous permettre de charger la donnée côté serveur et de la renvoyer à notre composant côté client. Toute notre logique côté client ne sera plus nécessaire. Pour ce faire, il faut respecter la convention de nommage de Remix. Donc je vais créer une méthode qui va s'appeler loader. Et c'est une méthode asynchrone que j'écris sur mon composant. Je rappelle donc qu'on a un fichier qui s'appelle user, c'est un fichier de type route. Donc c'est une route qu'on a créée. Et cette route contient une vue, donc un composant React côté client, et cette route contient une méthode loader. Et la méthode loader va renvoyer un flux JSON. Donc à ce niveau-là, je vais renvoyer tout de suite un flux JSON et j'importe la méthode JSON depuis Remix. La méthode JSON, c'est tout simplement une méthode qui va renvoyer un objet en JSON. Mais ça peut être n'importe quelle donnée. Donc ici, je vais déclarer que je renvoie mon tableau de user. Maintenant, je vais avoir une erreur tout de suite, donc je vais commenter ce code pour expliquer un petit peu ce que le loader fait. Pour comprendre Remix, il faut quand même aller sur la documentation. L'explication technique nous informe que Remix va nous permettre de faire office de serveur HTTP. Il va détecter
toutes les routes, il va, côté serveur, développer une logique et ensuite nous renvoyer notre donnée côté client. Ça va être plus parlant de l'expliquer en le montrant. Ici, j'ai un composant que j'ai exporté par défaut et c'est un composant React, ce qui veut dire que cette route va, au moment du chargement, charger ma donnée côté serveur et la renvoyer dans mon composant React. Mais admettons, par exemple, qu'il n'y ait pas de composant React. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'aurais créé une route API. Et ici, on peut voir que je reçois bien le flux JSON dans la réponse. On peut voir que c'est donc une API que j'ai créée. Et avec Remix, on appelle ça une route de ressources. Une ressource JSON, généralement, mais ça peut être un fichier texte, un fichier XML, un fichier PDF, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, je vais décommenter mon composant à nouveau et je vais vouloir obtenir mes utilisateurs. Je vais utiliser donc un autre hook de Remix qui va s'appeler useLoaderData. Je l'importe bien depuis remixrun/react et je vais le stringifier pour voir quel est le contenu que nous recevons côté client. J'actualise la page et je vois donc ma liste et je vois que je reçois un tableau d'utilisateurs avec mes données. Et ces données sont reçues exclusivement depuis le serveur. C'est-à-dire qu'au moment de la compilation du code, Remix va séparer la logique serveur et la logique client et ne va conserver que la logique client dans notre application pour que l'application soit la plus rapide et la plus légère possible. En tant que développeur, j'adore utiliser TypeScript parce qu'il me permet d'avoir la déclaration de mon modèle de données. Et à ce niveau-là, dans mon objet data côté client, je vois qu'il n'est pas typé. Je vais donc déclarer que mon hook useLoaderData, qui est un type générique, va hériter du type de renvoi du loader. Et maintenant, nous pouvons voir que mon objet data va serialiser un objet qui contient des users. Je vais donc déstructurer ma donnée users que je vais réafficher. Et maintenant, j'ai toujours le même résultat qu'avant, sauf que je charge ma donnée côté serveur. Pour que ça soit plus parlant, on va aller sur JSON Placeholder pour charger de la vraie donnée. Ici, je suis sur JSON Placeholder, qui est donc une API externe, et je vais copier cette URL pour avoir une liste d'utilisateurs plus complexe. Je vais donc créer un nouveau dossier que je vais appeler serveur dans mon dossier app. Et dans mon serveur, je vais créer un dossier que je vais appeler users.server.ts. Et ce fichier ne sera pas un composant, ça sera une méthode qui va me permettre d'exécuter ma logique serveur. Je l'ai nommé avec un .server.ts, ce qui va permettre à Remix de l'identifier et de ne pas le compiler avec la logique du serveur. Il ne va pas le compiler dans mon code React côté client. Donc je vais créer une fonction qui va s'appeler getUsers et qui sera donc une méthode asynchrone qui va faire un fetch de mon API, qui va la transformer en JSON et qui va la renvoyer à mon application. Je vais retourner maintenant dans ma route composant pour récupérer cette donnée. Cependant, il va se passer quelque chose quand j'appelle ma fonction. J'ai bien les noms des utilisateurs depuis mon API, mais TypeScript ne fonctionne plus. Et la raison pour laquelle TypeScript ne fonctionne plus, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir quels sont les types de données que je récupère depuis cette API externe. Mais en tant que développeur, j'ai envie d'utiliser TypeScript. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer Zod pour inférer et valider le type de données. Zod est une librairie JavaScript qui va me permettre justement de générer un schéma de données et qui devra être respecté par mon application. Je vais donc l'installer avec NPM dans un terminal et je vais commencer à l'utiliser. Zod nous permet de créer des schémas de données. Donc je vais retourner sur JSON Placeholder pour regarder quel est le schéma de données dont j'ai besoin et je vais créer mon schéma de user. Je peux voir qu'un utilisateur, c'est donc un objet. Donc je vais créer un z.object qui contient les propriétés suivantes. Il contient une ID qui sera un nombre, il contient un name qui sera un string et il contient un email qui sera également un string. Maintenant, je vois bien que mon API me renvoie un tableau d'utilisateurs. Donc, je vais créer maintenant le schéma du tableau et ça va être tout simplement un z.array de mon schéma d'utilisateur. Maintenant que j'ai mon schéma avec Zod, je vais pouvoir, dans la logique, convertir ma donnée avec le parse va tout simplement récupérer l'objet de données que je reçois ici, qui n'est pas typé, et il va vérifier chacune des propriétés. Et il va me retourner les propriétés qu'il a trouvées. Il faut savoir que s'il ne trouve pas les propriétés, il va générer une erreur. Du coup, à ce niveau-là, je vais renvoyer mon tableau d'utilisateur et je vois que je possède une erreur de type Zod s'attendait à recevoir un objet et il a reçu un arrêt. J'ai fait une erreur à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai parsé le schéma des utilisateurs.
utilisateurs et pas le schéma des utilisateurs. Je vais corriger ça tout de suite. J'actualise, mon composant s'affiche, sauf que maintenant, au sein de mon composant, je vois que j'hérite des types qui ont été déclarés. On a donc toujours notre ID, notre nom et notre email, et à l'intérieur de notre composant, on a également notre ID, notre nom, notre email. TypeScript va pouvoir nous auto-compléter avec les propriétés de notre utilisateur. Là, nous avons effectivement typé une API externe et on l'a affiché sur notre application. TypeScript, c'est avant tout un modèle de données. À ce niveau-là, je peux à tout moment être informé du changement du modèle de données grâce à la déclaration de Zod. Si demain, je change mon API et je veux rajouter par exemple le site web, ici, j'ai juste dans ma déclaration de schéma à rajouter la propriété site web côté serveur. Et au sein de mon composant, j'ai accès à cette propriété. Et je peux maintenant l'afficher. Ce que Zod vient de faire, c'est qu'il a tout simplement pris notre donnée ici et il a comparé avec ce que nous avons déclaré comme modèle, comme schéma. Et il a retiré les propriétés dont on n'a pas besoin, comme le username par exemple, l'adresse et le téléphone. Ces données sont présentes dans le flux API, mais Zod va les purger pour nous renvoyer que l'essentiel, les données dont nous avons besoin. Maintenant, nous avons fait un parse. Et le parse, il n'est pas pardonnable. C'est-à-dire que si mon API ne renvoie pas ces champs-là, Zod va générer une erreur. Et on va le prouver tout de suite en rajoutant une propriété qui n'existe pas sur l'API, qui est l'âge. Je crée donc un modèle et on peut voir que tout de suite, j'ai une erreur de Zod qui me dit qu'il n'a pas trouvé le chemin âge. Il s'attendait à recevoir un nombre, mais il a trouvé undefined. Au final, nous n'avons pas la propriété âge venant de cette API. Ici, du coup, il a throw une erreur, je n'ai pas trouvé l'âge. Pour pallier à ce problème, avec Remix, il est très simple de gérer les erreurs. À ce niveau-là, si je sais que je vais avoir une erreur, je vais créer un nouveau composant qui va s'appeler une error boundary. Et c'est un composant spécial de React qui va nous permettre d'afficher une erreur et de contrôler le style de notre erreur. C'est-à-dire, je renvoie un composant qui va dire par exemple « Oups, une erreur est survenue ». Et maintenant, si j'actualise la page, on peut voir que ma vue s'est actualisée parce qu'une erreur a été générée et mon composant s'affiche à la place. Et c'est vraiment puissant. Il faut savoir que l'error boundary n'est pas un concept de Remix, c'est un concept de React. Et nous avons accès à une propriété spéciale qui est une erreur de type erreur. Maintenant, nous pouvons l'afficher à ce niveau-là et nous avons plus de détails sur notre erreur. Ça peut être très bien pour débugger. Moi, ce que je préfère faire à ce niveau-là, quand je sais qu'une route va générer une erreur, c'est au lieu d'effectuer un parse, je vais effectuer un safe parse, qui est exactement la même méthode, sauf qu'elle va nous laisser contrôler la logique d'erreur comme nous le souhaitons. Ici, nous récupérons donc de la donnée. Le safe parse est un peu différent parce qu'il ne renvoie pas notre donnée, il renvoie à la place un booléen de type success. Si success est à true, ça veut dire que le parse a fonctionné. S'il est à false, nous allons pouvoir afficher le type des erreurs que nous avons. À ce niveau-là, on sait très bien quelle est l'erreur. L'erreur, c'est qu'il n'y a pas la propriété d'âge. Ou alors, nous pouvons afficher notre erreur au sein de notre composant. Par contre, si le parse a réussi et que success est à true, nous allons pouvoir renvoyer la donnée de succès. Grâce à ça, nous avons maintenant une erreur plus parlante que nous contrôlons avec un message qui est « je n'ai pas trouvé l'âge » qui est le message que j'ai défini. Et nous possédons également l'inférence de TypeScript si jamais la requête n'échoue pas. Maintenant, je vais retirer mon âge et je vais réafficher mon composant. Tout fonctionne et j'ai une gestion d'erreur avec mon error boundary. Maintenant, on va entrer sur une gestion de base de données. Je vais installer Prisma.js qui va nous permettre de générer un schéma de données. Je vais donc sur la documentation et je vais installer Prisma. On a déjà installé TypeScript, donc je n'ai pas besoin de le faire. Je vais installer Prisma en tant que dev dependency en suivant ces commandes. Puis je vais initialiser Prisma. À ce niveau-là, ce que ça vient de faire, ça vient de me créer un fichier d'environnement qui contient une URL de database de type file et le chemin de ma base de données, qui va générer une base de données en tant que fichier. Prisma m'a créé un nouveau dossier qui s'appelle Prisma, qui contient un schéma. Et c'est dans ce schéma que je vais créer mon modèle de données, comme dans tous les ORM. Du coup, je vais déclarer que je souhaite une table utilisateur. Et au sein de ma table utilisateur, j'aimerais donc une ID qui sera de type number, ça sera un int, et qui sera unique, et qui va s'incrémenter par défaut en auto-incrémente. Je vais tricher un petit peu et regarder les modèles sur Prisma et je vais copier celui-là parce que moi j'ai juste besoin d'un nom. Le nom est facultatif ici mais je veux garder le même nom. Je veux une ID auto-incrémentée et je ne veux pas de poste. Maintenant que j'ai défini mon modèle Prisma,
je vais vouloir créer ma première migration que je vais appeler add users et je vais la lancer. Ça a créé donc un fichier de migration dans le dossier Prisma et ça a créé la table dans un fichier dev.db qui est ma base de données SQLite. Maintenant que j'ai créé ma base de données, je vais devoir régénérer les fichiers Prisma ainsi que les types. Prisma m'explique que je peux maintenant utiliser le client dans mon code en l'important depuis prisma/client. Et c'est ce que je vais faire tout de suite dans mon user.server. Je vais copier ce code-là. Je vais effacer mon schéma de user et ma méthode. On va revenir sur un schéma écrit en dur. Sauf que maintenant, j'ai une base de données et je vais pouvoir obtenir mes données utilisateurs à partir de Prisma. Parce que Prisma détecte que j'ai un modèle d'utilisateur et il me met à disposition une méthode findMany qui va me permettre de récupérer l'ensemble des utilisateurs. Grâce à cette méthode, on peut voir que Prisma génère des types à la volée. Je n'aurai donc plus besoin de Z grâce à Prisma. Je viens de créer un modèle Prisma et je vais maintenant ajouter un fichier qui va me permettre d'importer le client Prisma. Et je copie celui qui est disponible sur la stack de Remix InDiStack, qui est un fichier que je vais appeler db.server.ts. Je vais copier le code que j'ai récupéré. Tout simplement, ce code va permettre, durant la phase de développement, de ne pas recharger le client à chaque fois que nous faisons une modification. Si vous remarquez, dès que je sauvegarde le fichier, Remix effectue un reload. Et il va recréer une connexion auprès de Prisma. Mais grâce à ce fichier, il va créer et conserver la même connexion tout le temps. Maintenant, je peux importer Prisma depuis mon fichier db.server et j'ai toujours accès à l'inférence de mes scripts. Vu que je récupère les utilisateurs depuis la base de données, je n'ai plus besoin de ma fausse donnée. Je vais donc renvoyer les utilisateurs et les récupérer à ce niveau-là. Et on peut voir qu'il n'y a plus ma clé website, mais nous possédons toujours les propriétés d'email, d'ID et de name. Sauf que ma base de données est vide. Donc je vais créer un premier utilisateur en utilisant Prisma Studio, qui est un outil qui va me permettre de consulter ma base de données et les données qu'on y retrouve. Je vais donc créer un utilisateur qui va s'appeler Virgile avec l'email. Je vais sauvegarder et maintenant j'ai créé une nouvelle entrée dans la base de données. L'email n'a pas été sauvegardé. Je dois bien cliquer en dehors pour sauvegarder. Maintenant je recharge ma page et je constate que ma donnée provient de ma base de données qui respecte le schéma Prisma. Et à ce niveau-là, je n'ai écrit aucun type. Je récupère la donnée depuis le serveur, je la renvoie dans mon composant et Prisma s'occupe de l'inférence des types. J'ai juste eu à déclarer dans mon loader data qu'il doit hériter du type de la méthode loader et Remix se charge du reste. Je vais maintenant installer Tailwind CSS pour rajouter un petit peu de style à mon composant. Je vais donc l'installer depuis le site pour Remix. J'ai juste à suivre la documentation et à l'installer. Je viens d'installer Tailwind. Je vais maintenant générer un fichier de configuration. Ça me crée donc une configuration. Je respecte la documentation, mais maintenant je dois créer une feuille de style pour y ajouter les déclarations de Tailwind. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler style et je vais créer une feuille de style CSS que je vais appeler global.css. Je vais copier mes déclarations Tailwind. La documentation m'indique aussi qu'il faut copier des feuilles de script et je vais le faire tout de suite. Je vais modifier le script build et le script dev de Remix par ce script build et dev qui va générer la feuille de style avec Tailwind et lancer le serveur de Remix. Maintenant, si on regarde ce script, on peut voir qu'il accepte en entrée un fichier CSS. Je sais que j'ai rajouté dans mon fichier app.style un fichier qui s'appelle global.css. Donc je dois modifier cette partie-là. Je vais la modifier également à ce niveau-là. Et en sortie, je récupère un fichier nommé app.css. Maintenant, ce fichier généré par Tailwind, je vais devoir l'importer dans mon application. Pour ce faire, je vais importer la feuille de style global styles from styles.app.css. Et je vais créer une nouvelle fonction de type link function qui est une convention de Remix qui va renvoyer un tableau de déclaration de feuilles de style avec leur lien. Je relance le serveur, j'actualise la page et je vois que Tailwind a généré mon fichier app.css. À partir de ce moment, je peux commencer à designer. Maintenant que j'ai rajouté un petit peu de style à notre application, je vais créer un composant réutilisable pour ma liste d'utilisateurs. Je vais créer donc des user items et mon composant va accepter un prop de type user qui contient nos informations de l'utilisateur. Mais à ce niveau-là, j'ai envie d'hériter du type de cette méthode. Et pour ce faire, rien n'est plus simple. Il va falloir par contre déclarer
le type avec une syntaxe qu'il faut apprendre à connaître, mais une fois que vous maîtrisez cette syntaxe, ça va vous sauver la vie. Vous allez tout simplement dire que le type de user est égal au type de renvoi de getUser. Vous allez tout simplement dire que le type, vous héritez du type que renvoie cette méthode. Sauf qu'à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a une promesse et que c'est un tableau de user. C'est pas ce que nous voulons. Heureusement, TypeScript nous met à disposition un type qui s'appelle awaited, qui va dire que nous voulons le type de cette méthode une fois qu'elle a été await. Et on peut voir que le type a changé et maintenant c'est toujours une promesse de user, car ce que nous voulons au final, c'est le renvoi, donc le return type de la méthode de user. Et maintenant que nous avons déclaré que le type que nous souhaitions, c'est le retour, le renvoi, la donnée, après avoir été attendu de notre fonction, nous voyons que notre type, c'est un tableau d'utilisateur. Maintenant, vu que c'est un tableau, nous voulons un objet spécifique, donc nous allons mettre un 0 ou number, et le type est effectivement que nous renvoie la base de données. Je peux donc typer mon composant. Je suis maintenant fidèle au type de retour que mon API renvoie. Je vais donc boucler sur ma liste d'utilisateurs et je renvoie le bon props. Le composant s'affiche toujours, on est sur la bonne voie. Ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est modifier les informations de cet utilisateur. Et pour ça, on va créer un CRUD basique. Vu qu'on a une base de données, on va nous permettre de créer des utilisateurs et de les modifier. Donc, je vais tout de suite ajouter un formulaire pour créer un nouvel utilisateur. Je crée donc un formulaire avec des inputs, un de type texte pour le nom, avec un placeholder entrée votre nom, et un de type email pour l'adresse email. Entrez votre email et un bouton pour sauvegarder la donnée. Remix nous met à disposition un composant spécial de formulaire qui s'appelle form avec un F majuscule. Ce formulaire va nous permettre de renvoyer la donnée à notre API et ce formulaire va pouvoir être exploité pour sauvegarder notre donnée. On précise donc que nous allons créer un nouvel utilisateur. Donc le formulaire est de type post. Comme les formulaires HTML classiques, je veux que mes deux inputs soient requis par l'utilisateur et je vais rajouter un petit peu de style. Maintenant que j'ai ajouté le style à ce formulaire, je vais pouvoir sauvegarder mon prénom une deuxième fois. Donc je vais m'appeler Virgilius avec virgilius@algomax.fr et je sauvegarde et je vois que j'ai une erreur. Une erreur qui est affichée par mon composant error boundary. Donc oups, une erreur est survenue et la route user, donc mon fichier ici route user, ne possède pas d'action. Et l'action, c'est ce qui va nous permettre d'écouter les requêtes de type post. Donc nous avons un formulaire qui envoie un post, donc qui envoie la donnée qui est donc deux inputs, un de type texte et un de type mail côté serveur, mais nous n'avons pas déclaré de méthode post. Et nous allons le faire tout de suite. Je vais donc créer une méthode que je vais appeler action, et cette méthode est exactement pareille que mon loader et va être exécutée à chaque fois qu'un post est soumis sur cette route. Donc, est exécuté dès qu'un formulaire est envoyé en post sur cette route. Et c'est à ce niveau-là que je vais vouloir développer la logique, sauvegarder mon utilisateur en base de données. Vu que les loaders et les actions doivent toujours renvoyer une réponse JSON, même si elle est vide, je vais renvoyer un tableau vide pour le moment. Maintenant, la méthode de loader et la méthode action reçoivent tous les deux des arguments. Et on peut les typer avec un action args pour l'action et un loader args pour le loader. Et maintenant, je peux récupérer trois propriétés. Le contexte, qu'on ne va pas utiliser, les paramètres dans l'URL, qu'on ne va pas encore utiliser, et la request. C'est la request qui m'intéresse, vu qu'elle contient la donnée de mon formulaire. Je vais donc récupérer mon form data, et je vais await le form data de la request, qui est une méthode. Et ici, nous exécutons du code Remix. Je vais, pour le moment, effectuer un console log de mon form data. J'ouvre ma console, renvoie mon formulaire. Et maintenant que je sauvegarde, je n'ai plus l'erreur et j'ai mon console log, sauf qu'il n'a rien envoyé. Et ça, c'est très simple, c'est parce que mes inputs ne possèdent pas de name. Et en HTML classique, nous avons besoin de rajouter un name à nos inputs. Du coup, le name de cet input là sera donc un name, vu que je veux récupérer le nom de l'utilisateur, et le name de cet input là sera un email, vu que je veux récupérer l'email de l'utilisateur. Maintenant, si je renvoie les données, mon console log affiche toujours rien. Et c'est parce que les données doivent être récupérées comme ceci. Je vais donc récupérer la propriété name et je vais récupérer la propriété email. Maintenant que je renvoie mon formulaire, on peut voir que je récupère bien ces données côté serveur. Et elles sont
cohérente. Donc c'est à ce niveau-là que je vais créer la logique qui va me permettre de sauvegarder ce nouvel utilisateur en base de données. Ce que j'aime faire, c'est utiliser TypeScript pour typer les données de mon formulaire. Et pour cela, je vais utiliser TypeScript et je vais également utiliser Zod pour créer un schéma. Et mon schéma sera un schéma de type ajout d'utilisateur qui va donc être un objet Zod. Donc je réimporte Zod depuis Zod. Et c'est un objet qui va contenir un champ nom de type string et un champ email de type string et de type email. Alors il faut savoir qu'avec Zod, à chaque fois que on renvoie des données depuis un formulaire, les données seront toujours des strings. Même si ce sont des numéros à la base, par exemple si vous rajoutez un âge, ça sera toujours un string. Alors il ne faut pas faire l'erreur de typer et de dire que c'est un nombre. Ça sera un string et vous devez ensuite, côté serveur, le convertir en nombre, avec un parsint par exemple. Grâce à ce schéma, nous avons précisé que nous avons besoin d'un name, donc ce champ doit être obligatoire, et nous avons besoin d'un email, et ce champ doit être obligatoire. Et Zod nous permet également, si on rajoute un objet en option, d'informer l'utilisateur en cas d'erreur. S'il y a une erreur, nous allons mettre votre email n'est pas valide. Ici, je récupère les données depuis mon form data, qui est un objet. Maintenant, je vais convertir mon form data en objet grâce à la syntaxe suivante, object from entries de form data. Et cette syntaxe va permettre de transformer ce form data en objet clé-valeur. Donc la propriété name aura comme valeur Virgilius et la propriété email aura comme valeur mon email. Sauf que je reçois ces objets, mais il faut également, après avoir reçu cet objet, que je la parse avec mon schéma. Et je vais le faire tout de suite. Je vais la parser avec mon schéma. Il faut cependant que j'ajoute le modèle à l'intérieur de mon action. Et je vais donc parser ma donnée. Et on peut voir à ce niveau-là que TypeScript fonctionne très bien. Je vais effectuer un console log, je vais soumettre à nouveau mon formulaire et on peut voir que je reçois bien un tableau qui contient en nom Virgilius et en email mon email. Et TypeScript nous aide parce que nous pouvons être sûrs à ce niveau-là, de par le parse, que ces données vont être récupérées. Si ces données ne le sont pas, par exemple, s'il y a un champ qui est manquant, nous allons avoir une erreur. Une erreur de type le champ est manquant. En tant que développeur, nous contrôlons les données que nous renvoyons. On ne va pas autoriser l'envoi de ce formulaire tant que toutes les données n'ont pas été renvoyées. On peut être sûr du modèle de données que nous récupérons et que ça ne générera aucune erreur. Dans le cas où ça génère une erreur, vous pourrez toujours choisir son style avec l'error boundary. On peut voir à ce niveau-là que toute la logique de mon application se fait dans le même fichier, dans le fichier user. C'est-à-dire, je charge la liste des utilisateurs, j'affiche un tableau d'utilisateurs, j'affiche également mon formulaire et je traite la donnée de ce formulaire. Et évidemment, on n'a pas envie d'avoir des formulaires et des composants qui font des centaines de lignes de code. Et on va effectivement optimiser la lecture de ce composant. Mais pour le moment, on va terminer le raisonnement. Je retourne dans mon fichier user.server qui se trouve dans le dossier serveur que nous allons créer et je vais créer une nouvelle méthode qui va s'appeler add user. C'est une méthode asynchrone et cette méthode prend en paramètre un email de type string et un nom de type string que je vais récupérer à ce niveau-là et je vais sauvegarder mon utilisateur avec Prisma. Donc, je vais faire un prisma.user create et je vais rajouter dans mon objet data les deux valeurs, c'est-à-dire mon email et mon name. Je peux ensuite renvoyer l'utilisateur si j'en ai envie, mais on ne va pas exploiter cette fonctionnalité pour le moment. Cette méthode, je vais donc l'exporter et je vais l'importer dans mon composant. Quand j'ai atteint cette ligne-là, je sais que ma donnée est conforme. Du coup, je peux exécuter ma méthode addUser et j'y passe en paramètre mon objet userData. Et ensuite, je renvoie les informations. Et j'ai bien envie d'envoyer un message de type « Votre utilisateur a été ajouté ». L'utilisateur a été ajouté. Et un objet erreur de type false. Et vous allez voir, ça va nous permettre après d'effectuer un retour, un feedback à l'utilisateur en cas de problème. Du coup, je vais créer mon utilisateur Virgilius, je sauvegarde le formulaire et je vois que mon utilisateur est maintenant sauvegardé en base de données. Si je vais sur Prisma Studio, que j'ai fermé donc je vais devoir le relancer, si j'y retourne, je peux voir que mon utilisateur a été sauvegardé en base de données. Et c'est évidemment ce que je voulais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que notre formulaire n'a pas été réinitialisé. Et nous avons défini dans notre schéma Prisma que l'email était unique. Vous voyez où je veux en venir. Si je soumets à nouveau ce formulaire, je vais avoir une erreur. Une erreur de type la contrainte unique du champ email n'a pas été respectée. Et c'est une erreur de type Prisma. Sauf que moi, j'ai envie d'informer les utilisateurs qui utilisent mon application de leur erreur de manière moins brutale. Ce que je vais donc faire, c'est que au sein de mon composant, ici, je vais donc créer l'utilisateur, mais avant de le créer, je vais vérifier s'il n'existe pas déjà. Donc je vais faire un await de Prisma et je vais faire un find unique. Et vu que le champ d'email est unique, on va pouvoir récupérer l'utilisateur s'il existe. Si l'utilisateur existe, je vais plutôt renvoyer une erreur. Erreur,
cet email est déjà utilisé. Sinon, je renvoie l'utilisateur. Maintenant, en retournant dans mon composant, je vais effectuer un try-catch sur la méthode. Et tout simplement, le try-catch sera, en cas d'erreur de la part de Figma, je vais renvoyer une réponse du type « cet email est déjà utilisé ». Et l'erreur sera à true. On peut voir que Remix nous facilite la récupération des données côté serveur pour les loaders et il nous facilite également la récupération des données côté action, vu que l'action c'est exactement comme un loader, sauf pour les soumissions de formulaires. Du coup, la logique est la même. Nous importons le hook useActionData, nous le typons en disant que c'est un type d'action, et maintenant, nous récupérons des données de type message et erreur. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que à ce niveau-là, on voit que TypeScript ne me suggère pas la donnée. Et c'est pour une raison bien spécifique. L'action est typée si le formulaire a été envoyé. Au premier chargement de cette page, mon formulaire n'a pas encore été envoyé. Du coup, l'action ne renvoie pas de réponse. Vu que l'action ne renvoie pas de réponse, l'objet est à undefined. Et ça va être à moi de placer un message cohérent à ce niveau-là. Et je vais le placer tout de suite, c'est-à-dire si mon action possède un message, s'il possède un message, c'est que l'API a renvoyé une réponse, eh bien, je vais afficher une erreur. S'il possède un message, qu'on soit en erreur ou pas en erreur, je vais afficher le résultat dans un div. Et le résultat sera de type actiondata.message. Sinon, je n'affiche rien. Maintenant que je renvoie un nouveau formulaire, on peut voir que mon message est affiché côté client. Si cet email est utilisé, je suis prévenu. Si cet email n'est pas utilisé, je suis prévenu qu'il a été ajouté. Et ce que nous voulons faire, c'est rajouter une petite condition à ce message, qui est très beau, mais une condition de type, si c'est une erreur, on va l'afficher en rouge, sinon on va l'afficher en vert. J'effectue donc une autre ternaire, mais sur l'erreur cette fois. Si c'est une erreur et qu'elle est à true, eh ben, le texte sera en rouge. Si elle n'est pas à true, c'est que l'utilisateur a été sauvegardé. Et du coup, je vais afficher le texte en vert. Maintenant, une fois que je retente d'ajouter un utilisateur qui est déjà dans la base de données, j'aurai un message d'erreur en rouge. Le feedback utilisateur est très important parce que votre interface a besoin de communiquer avec son utilisateur. Elle a besoin de lui expliquer ce qui est en train de se passer. Et Remix nous permet de faire ça très facilement. Ce que j'adore dans le métier de développeur, c'est que tous les mois, on apprend des nouvelles choses. On apprend des nouveaux concepts et tous les mois, on évolue. Et vu qu'on évolue, on a un petit peu honte du code qu'on a produit les mois précédents. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons créé une route user. Cette route charge depuis une base de données une liste d'utilisateurs. Elle traite également la création des nouveaux utilisateurs. Ici, nous avons donc une trentaine de lignes liées à cet effet et nous avons également une logique pour afficher les utilisateurs dans notre composant et pour afficher les données du formulaire. Nous avons également un composant d'item que j'ai déclaré au sein du même composant et un composant d'erreur que j'ai déclaré au même endroit. Et nous avons une centaine de lignes pour afficher tout ça. Le principe de React étant qu'on peut réutiliser des composants, mais est-ce que ça serait pas mieux d'avoir le formulaire de création de l'utilisateur au même endroit que le formulaire d'édition de l'utilisateur? Parce que dans un CRUD, nous avons besoin d'éditer les informations et même de supprimer notre utilisateur. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Je vais vous apprendre maintenant comment utiliser les routes imbriquées. Effectivement, c'est des nested routing et c'est un concept de Remix qui est plutôt puissant. Ici, nous allons créer un nouveau dossier qui portera le même nom que notre route user. Et ce dossier contiendra les routes enfants de l'utilisateur. Et ce que nous voulons afficher à ce niveau-là, c'est une route spéciale de type user ID qui va afficher les informations de l'utilisateur sélectionné. C'est une route imbriquée qui contient $1. Et cette route va nous permettre tout simplement de récupérer les informations détaillées de l'utilisateur que nous avons créé. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais donc afficher un composant et ce composant sera tout simplement le formulaire. On va supprimer la table, on va réimporter le formulaire et ça sera user detail page que je dois quand même exporter par défaut pour que le routing fonctionne. Pour le moment, je vais commenter le feedback et nous allons nous rendre sur cette route. Je vais rajouter un lien dans mes items pour qu'on puisse cliquer dessus. Remix nous met à disposition un composant de lien qui va nous permettre d'optimiser le temps de chargement de la page. On a donc le choix de donner le lien relatif qui sera à ce niveau-là le user ID ou alors le lien absolu de l'application. Je vais plutôt mettre le lien absolu. Je veux que ma route soit /user/user ID. Je vais donc rajouter un style spécial à ce lien pour qu'on reconnaisse que c'est un lien. Je vais le mettre en bleu et maintenant je vais cliquer dessus pour voir si ça fonctionne. Et on peut voir que ça a fonctionné. Il y a donc le paramètre 1, mais l'interface n'a pas été modifiée. Et c'est le concept des routes enfants. Nous venons de créer une route enfant et nous avons envie de l'afficher dans cette zone-là. Mais pour l'afficher dans cette zone-là, il faut le déclarer dans la route parent. Ce que je vais faire dans la route parent, du coup,
c'est que je vais supprimer mon formulaire et mon action. Et à la place du formulaire, je vais rajouter un composant de type outlet. Et l'outlet va permettre d'afficher la route enfant à l'intérieur de l'outlet. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais rajouter une petite bordure noire autour de mon outlet. Et mon outlet, les amis, c'est la route enfant que je viens de créer dans ce composant-là. On peut voir que c'est exactement le même formulaire que j'avais copié-collé, mais j'ai déporté la logique dans un autre fichier. C'est ce qu'on appelle les routes imbriquées. Et c'est vraiment très puissant. Parce que du coup, je vais pouvoir traiter la soumission de ce formulaire dans ma route enfant. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Du coup, je vais réimporter cette action et toutes les méthodes dans cette route enfant de type user_id ainsi que le schéma Z. Je réimporte tout ça et je vais réafficher le message de feedback depuis mon action data. L'utilisateur a été sauvegardé, je peux supprimer ce commentaire. Et maintenant, je vais rajouter un autre utilisateur qu'on va appeler Jack. Je sauvegarde et la logique fonctionne toujours. L'utilisateur vient d'être sauvegardé et si je sauvegarde à nouveau, ça ne marche pas. Pourquoi nous avons fait une route imbriquée? C'est une très bonne question. Ce que nous voulons maintenant, c'est que sur la page du user 1, nous puissions éditer les paramètres de l'utilisateur. C'est ce que nous voulons faire. Je veux être capable, avec le même formulaire, de créer des nouveaux utilisateurs ou d'éditer les informations de mon utilisateur. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais donc créer une méthode loader qui va récupérer les informations de l'utilisateur en question. Je déclare donc la méthode. C'est un flux JSON qui sera renvoyé avec les détails de mon utilisateur. Je vais côté serveur et je copie ce morceau de code ici pour en faire une nouvelle fonction qui sera getUser, qui va récupérer un user_id de type number et qui va renvoyer le user_id depuis Prisma. Maintenant que j'ai créé cette méthode, je peux l'importer dans mon composant. Const user égale await getUser et là je rajoute l'id. Je renvoie ma donnée et au sein de mon formulaire, je peux maintenant mettre en valeur par défaut, en default value, le nom de l'utilisateur que je récupère depuis le serveur. Pour ce faire, je vais réimporter le hook useLoaderData, gérer du type de la méthode loader et cette méthode me renvoie un objet de type user. L'objet de type user contient donc un user name et un user email. Maintenant, je sauvegarde et quand j'aurai sauvegardé, vous allez voir que la donnée de l'utilisateur sera, comme par magie, affichée dans ses inputs. Donc là, effectivement, j'ai l'utilisateur numéro 1 qui a ses données affichées. Cependant, j'ai écrit son ID en dur. Et ce que nous voulons, c'est récupérer l'ID depuis l'URL. Et nous pouvons le faire grâce aux paramètres. Nous allons donc typer les arguments de notre loader et récupérer l'objet params. Et l'objet params contient un user ID de type params.user. C'est-à-dire que en nommant notre fichier user_id, nous allons informer Remix qu'il doit afficher cette page et nous donner accès au paramètre user_id. Évidemment, ce paramètre peut être string ou pas défini, donc nous pouvons utiliser Zod pour parser le résultat en tant que number en déclarant un schéma et en le parsant. Maintenant, nous pouvons être sûrs que le user_id est de type number. Là, nous avons eu une erreur, effectivement, parce que le paramètre n'est pas tout de suite de type number. C'est un string qui peut être transformé en number. Donc, je corrige mon erreur tout de suite en parsant mon string en tant que int. Et maintenant, on peut voir que ça a fonctionné. J'ai donc les résultats pour le user numéro 1. Si je change d'utilisateur et que j'actualise la page, l'utilisateur change, mais pas les données. Et c'est un des problèmes que nous allons devoir résoudre. Pour retourner sur Virgil, nous avons pu voir que même si je change d'utilisateur dans l'URL et que l'ID est différente, la donnée n'est pas mise à jour dans mes inputs. C'est parce que le default value est initialisé au premier chargement et ne change plus. Et nous allons remédier à ce problème en ajoutant un prop de type key à notre page entière. Et la clé va tout simplement réeffectuer un rendu complet des composants enfants à mon main au changement de l'ID de l'utilisateur. Dès que je change d'utilisateur, ma route enfant est modifiée. Ce que j'adorerais faire, c'est pouvoir afficher une interface un peu différente si je veux créer un nouvel utilisateur ou si je veux en ajouter un nouveau. Et il est possible de faire ça avec Remix, tout simplement au niveau de notre loader. Ici, nous déterminons que cette route est accessible seulement si nous recevons une ID et nous la parsons. Et effectivement, cette route ne s'affichera que si nous recevons une ID. Mais on va rajouter un petit peu de logique. On va dire que si je renvoie une ID de type new, je vais renvoyer un objet vide à mon API. Si le paramètre reçu dans l'URL est égal à new, alors je vais renvoyer une réponse vide pour permettre au formulaire d'être vide. Cependant, si il n'est pas new, c'est que nous avons reçu une ID et nous renvoyons donc la donnée. Maintenant, on a un problème au niveau de notre composant parce que dans un cas, nous renvoyons un utilisateur et dans l'autre cas, nous renvoyons rien. Je vais au final renvoyer un objet utilisateur vide
avec un name vide et un email vide pour bénéficier de l'autocomplétion de TypeScript. En faisant ça, je vois que nous avons toujours un problème au niveau de l'ID. Du coup, je vais rajouter un champ ID vide. Cette logique doit également être effectuée sur mon action. Ici, nous récupérons les données renvoyées par le formulaire et nous créons un nouvel utilisateur. Donc, nous allons copier la même logique à ce niveau-là. Nous avons donc un user ID que nous récupérons depuis les paramètres. Si l'utilisateur est nouveau, alors nous allons le créer. Sinon, nous allons l'éditer. Et nous allons modifier le message en disant que l'utilisateur a été modifié. Maintenant, je vais créer la méthode qui va permettre d'éditer l'utilisateur en copiant cette fonction et en disant que je m'attends à recevoir l'ID de l'utilisateur à éditer ainsi que la donnée. Et en donnée, nous acceptons un nom et un email. Cependant, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je suis en train d'écrire les types. Et nous avons envie d'exploiter à 100% notre schéma déclaré grâce à Zod. Du coup, je vais récupérer ce schéma et je vais l'ajouter ici côté serveur pour l'exporter. Mon composant sera un peu plus visible car je vais importer le schéma depuis le serveur pour valider la donnée. À partir de ce schéma, je vais en déclarer un type que je vais appeler editUser. Et le type sera tout simplement une inférence grâce à Zod du type de mon schéma. C'est donc un z.infer typeOfUserSchema et à partir de là, ça a déclaré un type automatiquement qui contient les clés que je souhaite. Du coup, je n'ai pas à déclarer manuellement ma donnée. Maintenant, nous allons donc effectuer un update et nous allons modifier l'utilisateur en rajoutant une clé data qui va contenir l'email et le name. Vu que j'ai nommé ma donnée data et qu'elle correspond au modèle de mon utilisateur, je peux tout simplement déstructurer mon objet data ou même ne pas l'écrire explicitement. Je retourne sur mon composant et j'édite maintenant l'utilisateur avec la donnée. Cependant, j'ai besoin d'ajouter l'ID et la donnée, comme ceci. Au moment de modifier mon utilisateur, je vais l'appeler par exemple Jean, je me rends compte que j'ai une erreur. L'erreur est due au fait que nous recevons une ID sous forme de string et que Prisma s'attend à recevoir une ID. Je vais donc rajouter un parse int et déclarer que le prop est de type string. Maintenant, en modifiant l'utilisateur, ça fonctionne. Il s'appelle maintenant Jean et possède toujours l'email Jacques. Si je modifie son email, il est modifié en temps réel sur ma route parent et sur ma route enfant. J'arrive à modifier mon utilisateur. Maintenant, si je retourne sur ma route parent, à ce niveau-là, j'aimerais permettre à mes utilisateurs de créer un nouvel utilisateur. Je vais donc rajouter un lien qui redirige vers users/new avec un style particulier qui sera de l'émeraude. Je vais également effacer la bordure maintenant. En cliquant sur le lien ajouter un utilisateur, j'accède à la nouvelle route qui contient mon formulaire. Si je crée un utilisateur qui s'appelle jacques@algomax.fr et que je le sauvegarde, ça vient de l'ajouter. Maintenant, si je vais sur le détail de Jacques et que je le renomme en Jérôme, par exemple, Jérôme, la modification est effectuée en temps réel. Nous venons donc de créer qui contient un formulaire qu'on peut utiliser pour l'ajout d'utilisateur et pour la modification d'utilisateur. Et nous utilisons très peu de code et exactement la même logique pour les deux cas. Je trouve ça génial et très puissant de la part de Remix. C'est un truc de ouf qu'on est en train de faire. Avant de vous laisser, on va voir un dernier point. On va voir la suppression des utilisateurs et le feedback. Mon interface est presque parfaite, mais j'ai quand même envie de simuler une requête sur une vraie API. Au niveau de l'édition ou de l'ajout d'un utilisateur, je vais rajouter un petit délai artificiel de 2 secondes 5 afin de montrer les interfaces de chargement. Quand je retourne sur mon formulaire, j'ai accès à un énième hook. Nous avons une interface presque parfaite. Cependant, il faut prendre en compte de tous les utilisateurs. Une interface doit être lisible et compréhensible. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons rajouté un délai artificiel de 2 secondes 5 pour simuler une API lente. Et grâce à Remix, nous allons pouvoir détecter les temps de chargement et mettre à jour notre interface en conséquence. Nous allons récupérer un nouveau hook qui s'appelle Transition depuis useTransition que nous importons depuis remixrun/react et pas depuis React. Et notre objet transition possède plusieurs attributs comme l'URL, l'état, et c'est l'état qui va nous intéresser. Parce qu'il y a 3 états possibles. Il y a le loading, le submitting et le idle. Et nous souhaitons qu'à la soumission de notre formulaire, l'interface reflète ce chargement. Nous allons donc effectuer un affichage conditionnel. Je vais virer le panning par la même occasion et je vais rajouter un field set qui sera désactivé dans les cas où mon formulaire est en train d'être soumis. Pour ce faire, je vais également désactiver le bouton en ajoutant l'attribut disable de Tailwind et en réduisant l'opacité à 30%. Maintenant, si j'ajoute un nouvel utilisateur de type Virgile2, en le sauvegardant, le temps de chargement sera pris en compte sur l'interface. Là, je sauvegarde. Mon formulaire a été désactivé pendant 2 secondes et l'interface l'a reflété. On peut également rajouter un loader ou changer le nom du bouton quand
le formulaire est en train de charger. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Quand nous chargeons, nous allons écrire création de l'utilisateur, création en cours. Sinon, nous écrivons sauvegarder. Je vais recréer un utilisateur Virgile 3, je sauvegarde et je vois création en cours. C'est de la user experience. Ça va permettre à nos utilisateurs de comprendre ce que notre application est en train de faire. Pour aller encore plus loin, quand je suis sur la route /new, c'est que je suis en train de créer un utilisateur. Du coup, je peux récupérer ce paramètre côté serveur qui me permet de déterminer si je crée un utilisateur côté client. Nous allons utiliser pour cela un hook qui s'appelle params avec use params qu'on importe depuis Remix et nous récupérons le statut new qui sera égal à params.userid est égal à new. Maintenant, ma logique se complique. Si l'utilisateur est nouveau, nous allons écrire ajouter. Sinon, nous allons écrire sauvegarder. Sauf que je me retrouve maintenant avec deux messages contradictoires. Et j'aimerais qu'ils prennent en compte le chargement. Je vais donc mettre que si on est en train de charger, nous allons mettre sauvegarde en cours. Sinon, si l'utilisateur est nouveau, nous allons mettre ajouter. Sinon, nous mettons sauvegarder. Et nous prenons maintenant en compte tous les cas. Nous prenons l'ajout, nous prenons la sauvegarde et nous prenons le temps de chargement. Notre cron ne serait pas complet si on ne développait pas la suppression de nos utilisateurs. Nous allons donc le faire tout de suite en créant une nouvelle méthode delete user qui va prendre un user ID et qui va le delete. Je vais plutôt importer cette fonction dans mon composant parent qui liste les objets à ce niveau-là. Et je vais rajouter un petit bouton de type submit que je vais appeler supprimer. Ça doit être assez discret. Je vais donc redéclarer une méthode d'action car je vais soumettre un formulaire qui va permettre de supprimer l'utilisateur. Et ce formulaire va lancer la méthode delete user ID. Cependant, cette fois, étant dans le parent, je vais récupérer le user ID pas depuis les paramètres d'URL, mais depuis la soumission d'un nouveau formulaire. En effet, avec Remix, on peut soumettre plusieurs formulaires en même temps et je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Je vais donc réimporter la request et je vais copier le morceau de code que nous avons dans cette action à ce niveau-là. Nous récupérons donc la donnée, nous convertissons la donnée du formulaire en objet clé valeur et ensuite nous récupérons la data d'un nouveau schéma que nous allons déclarer ici qui sera delete user schéma. Delete user schéma est égal à un tableau qui contient une clé de type userid qui est un string. Je peux donc préciser que mon userid est un string. À ce niveau-là, nous le convertissons en integer. Je n'oublie pas de renvoyer un flux JSON à mon action, sinon Remix va planter. Et je vais vous montrer un dernier hook de Remix qui s'appelle le fetcher. Et ce que le fetcher va faire, c'est nous met à disposition comme outil, c'est d'envoyer et de soumettre des formulaires sans effectuer de rechargement complet de la page. Parce que à ce niveau-là, quand je soumets mon formulaire, ça recharge la page. Et si nous désactivons JavaScript, ça va effectuer un rechargement complet de page. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Et grâce à fetcher, nous allons exécuter une requête en post sans recharger complètement la page. Fetcher, c'est avant tout un objet qui contient un composant de formulaire que nous allons donc rajouter à ce niveau-là. Mon formulaire doit renvoyer une ID d'utilisateur que je vais rajouter dans mon bouton en tant que valeur. Je vais lui assigner le nom de userid et comme valeur user.id. C'est effectivement un bouton de type submit qui contient un fetcher form. On va vérifier que ça fonctionne bien avec un console log côté serveur. Je clique sur supprimer et là je vois que je clique sur supprimer et je vois qu'il ne s'est rien passé. En spammant les clics, je me rends compte qu'on utilise du get et ça c'est une faute d'inattention de ma part. C'est parce que le formulaire est évidemment un post et c'est écrit en minuscule. Maintenant que j'ai mon post, on peut aller à la page adulte, on peut retourner sur la page user et je vais supprimer mon utilisateur et il a été supprimé entièrement de la base de données. Il n'existe plus. Encore une fois, nous voulons avoir une interface très parlante et nous voulons prévenir l'utilisateur de ce qu'il vient de faire. Du coup, nous allons rajouter un délai artificiel à nouveau et durant ce délai artificiel, nous récupérons donc encore une fois l'état, mais cette fois, nous n'allons pas importer le hook transition, nous récupérons l'état depuis fetcher qui possède donc cette propriété d'état et nous allons dire qu'il est en train de charger quand il est en train d'être soumis. Quand mon formulaire est soumis, je vais tout simplement afficher le bouton seulement si mon formulaire n'est pas en train d'être soumis. Du coup, si il n'y a aucun chargement, j'affiche mon formulaire, sinon je n'affiche rien. Et au sein de ma ligne de table, je vais rajouter des backticks pour ajouter une classe conditionnellement. Et je vais mettre que si je suis en train de soumettre le formulaire, on va baisser l'opacité à 50. Sinon, on ne fait rien. Et maintenant, en supprimant mon utilisateur, le bouton disparaît avec le style que je souhaite. Pour résumer, ce que nous avons fait dans cette vidéo, c'est que nous avons vu comment charger de la donnée côté serveur dans notre composant sans avoir à utiliser useEffect ou useState, comment afficher une liste d'utilisateurs, comment utiliser le même formulaire pour créer et modifier des utilisateurs, comment rendre le formulaire parlant pour l'utilisateur avec les temps de chargement qui sont pris en compte sur l'interface graphique,
Au final, nous avons vu comment je développe des applications avec Remix et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Vous retrouverez en commentaire de cette vidéo tous les liens et les ressources que j'ai utilisées pour développer cette application. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon développement. A plus!